Bonjour. Oui, bonjour, professeur. Vous joignez à nous de quel pays? Vous êtes au Burkina ou au Mali? Burkina Faso, précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. Euh, Bonjour à Je mes suis, amis. oui, On vous écoute, Idrissa. Allez-y. je disais, Oui, je vous suis depuis Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, dans la deuxième ville de Burkina, Bobo-Dioulasso. D'accord. Bonjour à nos amis du Centre Muraz. Oui, merci. Je vois qu'il y a Jean Martial, Hassan Hussein, Fatou Bodian. Bonjour à tous. Vous nous avez beaucoup manqué. Euh, il y a Ousmane Niabali, Ousmane de la Guinée. Bonjour, bonjour docteur. bonjour, professeur. Bonjour. Vous pouvez ouvrir votre Ouais. micro, votre caméra. Ah, oui, Ousmane, Guinée, comment allez-vous? Ça se passe bien là-bas, à Conakry? je vais très bien, professeur. Et vous? Ça va, professeur? Ça va. Oui, ça se passe pas très bien, Alors, professeur. ça va. Vous Et nous vous, la avez manqué. famille, vous nous avez manqué. Oui, c'est vrai. On est Vraiment resté beaucoup. Oui, 2 mois. On a fait une petite pause. Je crois que cette pause était importante pour nous aussi, pour nous permettre de oui, faire l'évaluation des premières sessions que nous avions eu à commencer jusque-là et de voir oui. comment nous réajuster. Donc, merci à tous d'être là. D'accord. Aminata Massali, Véronique, Fatouba, Yakoba Sawadogo. Voilà, je vois que tout le monde est connecté. Certains se sont connectés depuis midi et quart. Bonjour Prunel, votre micro est fermé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Prunel, vous êtes où en ce moment? Dans quelle ville? Je suis à Dolisie, au Congo-Brazzaville. Ah, bonjour aux collègues de Brazza. Quel temps il fait là-bas? Là, il fait beau, il fait beau. Il pleut, il fait beau, il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud, il ne pleut pas, la température est normale. Ben, c'est parfait. Merci de vous joindre à nous pour cette reprise des sessions éco-laboratoire. Nous sommes déjà 51 participants. Nous avons la chance pour cette reprise d'accueillir euh, une collègue pédiatre. Elle va se présenter. On va lui donner la parole tout à l'heure. Nous avons également un cas qui nous vient du CTA avec euh, bonjour, docteur Awa, on va te donner la parole pour que tu te présentes. Professeur, La caméra va venir vers toi. bonjour professeur, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Dr Awadian, je suis pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Boyer et nous sommes aujourd'hui présents ici pour participer à cette formation et donner notre point de vue en tant que pédiatre et bien sûr avec la permission de notre maître professeur Bernard Diagne, qui est une éminente pédiatre dans le domaine du pédiatre pédiatrique. Merci. Merci beaucoup, docteur Awa. Elle a omis de vous dire qu'elle est assistante chef de clinique à l'université euh, Cheikh Anta Diop, en service à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Nous avons beaucoup de chance de la voir. Donc, vous voyez, ECHO est en train de changer. Avant, on n'invitait que des gens du laboratoire. Cette fois-ci, on a pensé qu'il fallait inviter aussi des cliniciens pour nous enrichir. Nous allons partager maintenant l'agenda avec l'aide de Seydina. L'agenda de la session d'aujourd'hui en mode diaporama.
Donc, je pense que la dernière session, c'était au mois d'août. On s'est bien reposé pendant 2 mois et nous revenons aujourd'hui avec la session numéro 9 qui porte sur la discordance de résultats de sérologie chez des jumelles qui sont nées d'une mère séropositive. Alors, comme vous l'avez déjà compris, le présentateur de cas, c'est Ibrahima Diao, qui est technicien supérieur en biologie au centre de traitement ambulatoire de FAN. Et puis, notre expert du jour, c'est Dr. Awa Khan, qui est assistante chef de clinique, qui est pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Et l'équipe qui nous permet aujourd'hui, qui facilite cette session, est constituée de Seydina Mbaye, qui est ingénieur informaticien, et de Dianke Samate. La suivante. Voilà, le programme aujourd'hui, on a rajouté une petite ligne en bleu parce qu'on voudrait partager avec vous les résultats de l'enquête post-session Écolabo Bonne Pratique. Ensuite, nous allons suivre l'agenda classique, c'est-à-dire présenter notre cas, échanger sur ce cas avec vous autres membres de la communauté. Puis, nous donnerons la parole à Dr. Awakan qui va nous expliquer du point de vue clinique, en tout cas apporter un éclairage par rapport à ce cas qui est très intéressant. Et puis, nous échangerons aussi avec Dr. Awakan avant de clôturer. Voilà, suivante. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons vu qu'il y a beaucoup de nouveaux membres. Ce qui est demandé, c'est de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, d'essayer autant que possible de garder votre vidéo allumée tout au long de la session, de vous présenter lorsque vous prenez la parole en donnant votre nom, le nom de votre organisation. Les téléphones portables doivent être gardés en mode silencieux, qu'on essaye tous d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main tout simplement ou utiliser les fonctions de levée de main de Zoom. Pour toute question ou problème technique, vous avez le chat. Vous pouvez directement envoyer votre message, saisir le nom complet, celui de votre organisation. Cette session, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci. Alors, il est possible d'avoir un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions concernant une thématique donnée. On va y revenir. Ensuite, juste pour vous informer que les données peuvent être utilisées, les données de participation à cette session, mais elles sont complètement anonymisées. Suivante. Voilà, donc vous avez notre code QR que vous pouvez scanner, que vous pouvez partager pour que d'autres personnes puissent se joindre à nous au sein de cette communauté éco-laboratoire Bonne Pratique. Voilà, je vous remercie pour de votre attention par rapport à cette première, au partage de l'agenda. Des réponses de l'enquête. J'avais oublié d'envoyer à Seydina, mais je vais le faire maintenant. Seydina, je crois que je ne te l'ai pas envoyé. Donc, nous avions partagé avec vous un questionnaire d'enquête. Vous avez été très nombreux à réagir, à répondre à cette enquête. Et nous avons pensé que c'était important que tous ensemble, qu'on regarde qu'est-ce que vous avez pensé des premières sessions éco et qu'est-ce qu'on va faire pour les sessions à venir. Voilà, donc juste le temps que je charge la présentation. Voilà, Seydina, je viens de te l'envoyer. Alors, déjà, je voudrais tous vous remercier parce que vous avez été à peu près 69 participants. J'ai vu qu'il y avait d'autres réponses qui arrivaient, qui continuaient d'arriver, mais j'ai fait l'analyse pour les 69 premiers participants qui ont bien voulu répondre à ce sondage, qui ont bien voulu donner leur idée.
par rapport à ce que nous étions en train de faire. Et aussi, peut-être juste dire que ça a été l'occasion à la suite de cela de partager des certificats. Alors, je vois encore beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent qu'ils n'ont pas reçu de certificat, mais c'est parce qu'en réalité, ils ne sont pas inscrits sur la plateforme ECHO. Donc, attention, si vous suivez en cliquant sur le lien qui est partagé dans le groupe WhatsApp, ça ne veut pas dire que vous êtes pris en compte par le logiciel parce que vous n'êtes pas enregistré. Donc, on vous demande de partager aussi cette information. Demandez à vos collègues de s'inscrire sur la plateforme ECHO pour qu'on puisse véritablement les prendre en compte. Seydina, tu peux faire le partage? C'est pas encore arrivé. Bon, c'est parti. Tu peux vérifier. C'est parti. Alors, nous avons aussi Jean-Martial Tembe, Oumar Kairé, ça c'est mon ancien mentor. Bonjour à tous. Diara Malou, bonjour. Bonjour Ousseynou Niang. Merci à tous d'être là. On voit que les sessions que nous avons proposées vous intéressent. C'est ce qui justifie votre présence en masse à cette relance des sessions éco. Merci beaucoup. Je ne le vois toujours pas. Donc, est-ce que moi-même, je ne vais pas me connecter? Pourtant, il est partagé. C'est dynamique. Tu peux revoir si c'est arrivé. Biran Sarr, vous êtes où, Biran? Dans quel laboratoire? Bonjour, Biran, votre micro est fermé. Bonjour, professeur. Je suis Bonjour. à Khombole. À Khombole, Oui. au district sanitaire de Khombole. Merci Oui. d'être là. Merci. Merci. Bonjour, Diara. Diara Maloum. Oui, tu l'as toujours pas. C'est bizarre. Alors, laisse-moi, je vais peut-être me connecter directement et partager. Non, c'est parti 2 fois. Alors, me connecter. Un rappel. Je vais alors partager mon écran. El Hadj Malick Sow, ça c'est l'homme de Richard Toll ou de... El Hadj Malick, vous êtes... Oui? Je suis à Madame. Actuellement, à- je suis présentement à Dakar. Ah, d'accord. Merci d'être avec nous. Merci Merci beaucoup. d'être avec nous. Alors, visiblement, la présentation n'est pas encore arrivée. Je vais essayer de me connecter. J'espère qu'il n'y aura pas une interférence. Non? OK. Donc, j'y vais. Je vais partager mon écran. Recording in progress. OK. Comment? Il faut que j'enlève mon son. D'accord. Juste une petite minute. C'est bizarre. C'est arrivé. Voilà, c'est Internet, hein. Des fois, on est dans la même pièce, on s'envoie un fichier. Venez nous rejoindre bientôt. Voilà, patienter. Le temps que juste un défi au niveau de la connexion Internet.
Aussi, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté sur le groupe au hasard, vous avez le lien dans le chat. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien pour nous rejoindre. Voilà. Professeur, votre micro est fermé. Professeur, le micro est fermé. Le micro est fermé. Allô? Professeur, le micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Merci, professeur. Voilà, désolé. Donc, je disais que après la cérémonie de lancement du 18 avril, nous avons eu 9 autres sessions. Nous avons eu 8 sessions éco classiques. Et comme vous pouvez le voir, une fréquentation moyenne de 100 personnes et 25 pays qui ont pu vraiment participer à cette session. Suivante. Alors, nous avons une plateforme e-ECO qui nous permet de capturer directement les personnes qui se connectent. Comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, voilà, on a même des gens qui se sont connectés aux États-Unis. On peut agrandir et même avoir une idée. Au Sénégal, par exemple, où on voit que au niveau de toutes les régions, on a eu des participants, mais également l'image du haut montre que beaucoup de nos collègues de la région africaine se sont connectés. Donc, si vous n'êtes pas connecté sur AECO, vous ne pouvez pas avoir de certificat. Vous n'êtes pas vu par la machine. Diapo suivante. Voilà, donc l'enquête post-session que nous avons eu à faire, la suivante, on a eu 69 réponses, 69 participants qui ont bien voulu donner leur avis. Suivante. Et voilà, la question sur l'équilibre entre la présentation de l'expert et l'interactivité au cours des sessions, plus de 80% des participants ont pensé que la quantité était appropriée entre les cours magistraux et l'apprentissage interactif. Suivante. Comment évaluerez-vous votre niveau de compréhension des sujets avant les sessions? On était à peu près à 43% de niveau intermédiaire, de 26% qui disaient qu'ils avaient des connaissances de base et à peu près un quart avaient des connaissances avancées. Suivante. Après la session, vous voyez, cette fois-ci, connaissances avancées, nous avons eu un bond significatif avec plus de 60% participants qui considèrent que l'éco leur a apporté quelque chose. Suivante. Alors, est-ce que vous utiliserez ce que vous avez appris dans votre travail? Plus de 65% disent oui, probablement oui pour 33%. Suivante. La probabilité que vous recommandiez ces séances à une collègue, vous voyez quand même que globalement, très forte probabilité, on est à plus de 80% si on parle de 7 à 10. Donc, quasiment la plupart des participants ont recommandé ces séances à d'autres collègues. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est déjà à 100 participants. Suivante. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre travail? Est-ce que vous aimeriez les partager lors d'une prochaine session? Alors, il n'y a que 42% qui disent oui. Alors, je pense que lorsqu'on travaille, on a forcément des difficultés. Et je pense que c'est en partageant ces difficultés qu'on arrive à s'enrichir. Donc, il est important que chaque membre de cette communauté comprenne que il peut présenter un cas. Un cas, c'est rien de plus simple que
quelque chose que j'ai constaté dans le cadre de mon travail, comme le cas que vous allez voir aujourd'hui. Donc, on n'attend pas à faire des choses extraordinaires, mais je fais un test d'ML, j'ai un résultat inattendu. Je fais un test GenExpert, j'ai un résultat que je n'attendais pas, que je ne comprends pas, que j'arrive pas à interpréter. C'est un cas que vous pouvez soumettre à cette communauté. Suivante. Dans quelle mesure les objectifs déclarés ont été atteints? Globalement, si vous regardez, on est à plus de 70% entre bien atteint et objectif bien atteint et très bien atteint. Suivante. Est-ce que vous souhaitez une attestation de participation? Ça, on a compris que oui, mais s'il vous plaît, si vous voulez une attestation de participation, il faut que vous vous inscriviez sur la plateforme ieco.org pour que le logiciel puisse vous prendre en compte. Suivante. Voilà, donc l'équilibre entre du contenu présenté ainsi que les fondements sur les données probantes. Là également, la plupart des participants, plus de 80%, étaient satisfaits ou très satisfaits. La suivante. Voilà, votre profession. On voit que on a quand même un large éventail de pharmaciens biologistes, médecins biologistes, de biologistes, d'ingénieurs biomédicaux, de techniciens supérieurs, techniciens de laboratoire, mais nous avons également des médecins praticiens qui se joignent à nous, des dentistes. Donc, j'ai fait juste une petite capture pour dire que vraiment notre communauté est très, très riche et nous espérons que chacun de vous, pas seulement ceux qui sont à Dakar, que chacun de vous pourra présenter un cas qui pourra faire l'objet de discussions pour les prochaines sessions. Suivante. Voilà, on vous avait demandé également quels étaient les thèmes qui vous intéressaient et il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été dégagés, dont certains font référence à de la bactériologie, à de la sérologie, à de la biosécurité ou la qualité des données générales de laboratoire, la gestion des déchets, l'hématologie, les hépatites. Diapo suivante. Voilà, beaucoup sur les hépatites, les IST, un intérêt pour la mycologie, le paludisme, un intérêt pour la PCI, la qualité suivante, mais beaucoup d'intérêt également pour le VIH. Donc, nous avons pris en compte tout ça et nous espérons que dans les prochaines sessions, on pourra aborder à chaque fois l'une de ces thématiques. Suivante. Alors, la nouveauté aussi, c'est que nous avons mis en place un comité de pilotage. Vous savez qu'au départ, c'est le labo de bactério-viraux, labo de référence du VIH qui a initié ces formations en ma personne. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons d'autres collègues qui nous ont rejoints, des parasitologues, professeur Aïda Badian, des bactériaux, professeur Seyna Boulo, professeur Khadim Diong, professeur Ndour de la biochimie, docteur Oumar Diop, qui est responsable du labo de Thiès, docteur Makalou, qui a une spécialité l'hématologie, mais nous avons également le président de l'Union des techniciens biologistes du Sénégal, M. Sekou Cissé, qui fait partie de ce comité de pilotage, parce que nous sommes convaincus que si nous voulons nous enrichir réellement, c'est l'objet de la plateforme Éco-Labo Bonne Pratique, nous devons partager nos connaissances. Voilà, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette petite présentation que je tenais à vous faire. Je voulais aussi vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à ce questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, s'il n'y a pas de main levée, on va commencer maintenant notre session écho classique et nous allons donner... oui, et aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'arrivait pas à faire, par le sondage. On va vous poser une question qui est à réponse multiple. Seydina, est-ce que tu peux partager le sondage?
C'est partagé? Voilà, donc c'est une question à choix multiple, hein. On aimerait bien que vous, voilà, que vous sélectionnez les réponses qui vous parlent. Le diagnostic de l'infection à VIH chez les enfants nés de mère séropositive doit être fait à la naissance par PCR si la charge virale de la maman est élevée, doit être réalisé au bout de 6 semaines si le premier test est négatif, doit toujours être confirmé sur un nouveau prélèvement, doit être fait par sérologie après 18 mois de vie ou 3 mois après le sevrage. Voilà, donc merci de répondre. Vous avez combien de temps? 1 minute? Oui? Voilà. Seydina nous dit qu'il y a une cinquantaine qui ont répondu sur 100, une centaine. Nous attendons encore avant qu'il n'arrête le sondage. C'est bon? Oui, alors. Est-ce qu'on arrête? On doit avoir 118 réponses parce qu'on a 118 personnes qui sont connectées. 66, c'est pas encore assez. Allez, répondez. Répondez à ce sondage. C'est complètement anonyme. Ça nous permet juste de voir quels sont les éléments sur lesquels peut-être qu'il faut qu'on insiste. On va arrêter. Allez, on va arrêter et on va présenter les résultats. Dans le chat, on dirait. Alors, je vais regarder. Je vais regarder dans le chat. Alors, Chat, c'est affiché. oui, vous voyez la réponse. Alors, 72% pensent que ça doit être fait à la naissance par PCR si la charge virale de la maman est élevée. Seulement 37% pensent que ça doit être réalisé au bout de 6 semaines si le premier test est négatif. Seulement 36% pensent que ça doit toujours être confirmé sur un nouveau prélèvement. Et seuls 45% pensent que ça doit être fait par sérologie après 18 mois de vie, ou 3 mois après le sevrage. Alors, on va revenir sur ces réponses à la fin de la session. Nous prenons bonne note de vos réponses. Voilà, et maintenant, voilà, ça nous permet juste de savoir où en est la communauté, qu'est-ce qu'elle pense avant de commencer. Alors, il y en a qui disent que le sondage n'est pas disponible. On a fini le sondage. On va passer à la suite. Alors, on peut fermer le micro de Ali. Voilà. Alors, maintenant, je vais arrêter de parler. Je parle depuis presque une demi-heure toute seule. Et on va donner la parole à Ibrahima Diaw. Diaw, est-ce que vous êtes... Oui, ça va, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Vous pouvez... vous voulez qu'on partage pour vous? Je peux partager. Janky, je peux enlever le chat. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons... Pourquoi ça tremble? Aujourd'hui, nous avons Ibrahima Diaw du CTA qui va nous présenter un cas qui semble, en tout cas, très, très, très intéressant. Discordance de résultats de sérologie chez des jumelles qui sont nées de mères séropositives. Diaw, c'est vous qui êtes en train de partager votre écran? Oui, c'est bon, j'ai partagé. Ali, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, Diaw, vous avez la parole. Vous pouvez le mettre en diaporama?
C'est bon. Voilà. Donc, Ibrahima Diao est technicien supérieur de biologie, il est qualificien, il est au niveau il est au niveau du laboratoire du centre de traitement ambulatoire. Ali, merci de fermer votre micro. Et il a une grande expérience en matière de sérologie du VIH, de diagnostic. Ils font également de la charge virale au CTA. Il nous revient pour la deuxième fois pour nous présenter un cas. Diao, vous avez la parole. Merci beaucoup, prof. Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme l'a dit le prof, je suis Ibrahima Diao, technicien supérieur en analyse biologique au CTA de Fann. Donc, je suis encore heureux de représenter pour la deuxième fois dans la plateforme ECHO, laboratoire pratique. Aujourd'hui, on est à la section 9, si je ne me trompe pas. Et le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas de deux jumelles qui sont nées de mère séropositive. Maintenant, comme je disais, les domaines concernés par le système de management de la qualité sont la gestion des non-conformités, c'est la phase analytique, et aussi la gestion des risques, l'assurance qualité des tests et les procédures analytiques, vérification des méthodes. Maintenant, les informations sur l'échantillon. Nous avons reçu un échantillon de sang total. Et la demande était une sérologie rétrovirale du 2 août 2024, prévue par M. MD. La suite a été demandée par le service social du CTA, pour l'assistance sociale, du 2 août 2024 aussi. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Ou vous rapprochez de votre micro. D'accord. Description du cas. Donc, il s'agit aujourd'hui de deux jumelles âgées de 1 an, 6 mois, dont la maman a été dépistée positive au VIH lors de son hospitalisation. Donc, après dépistage de la maman qui est séropositive, donc le papa a été informé et le dépistage des enfants a été proposé. Le cancer a été fait au papa qui a accepté et le prélèvement qui est effectué, les échantillons acheminés au laboratoire. Les tests ont été effectués selon l'arme nationale et on a obtenu les résultats suivants. Pour la jumelle 1, on a fait le détermine HIV de early detect et le test était positivement faible. Et on a fait l'SDB qui est positif HIV1, le fausse réponse aussi qui est positif HIV1. Pour la deuxième jumelle, le détermine HIV early detect est négatif. On a fait l'SDB qui est négatif et le fausse est négatif. Maintenant, après les résultats des deux jumelles, le responsable du labo a informé l'assistance sociale du cas. Il lui a demandé de faire un deuxième prélèvement pour la jumelle qui est séropositive. Parce que nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un cas qui est positif, que ça soit un bilan, un diagnostic. Si ça a une confirmation, on demande un deuxième prélèvement pour juste confirmer c'est la bonne personne. Et après la technique du deuxième prélèvement, on a obtenu les mêmes résultats. Et après ce résultat-là, nous avons contacté le laboratoire de référence pour confirmation. Et cette confirmation a été faite par rapport, selon l'arbre national aussi. Et on a obtenu aussi un résultat qui est positif, HIV1. Et l'enfant a été référé à l'hôpital d'enfants Albert Royer pour la prise en charge. Maintenant, les difficultés qu'on a rencontrées et les raisons de solution de ce cas. Donc, première difficulté, c'est le rendu des résultats au papa avec la discordance des résultats des deux jumelles. Donc, ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Deux jumelles qui sont nées du mère séropositif, que l'une soit positive et l'autre soit négative. Comment faire le partage aussi du statut sérologique du mari à sa dame en hospitalisation? C'est dès que la dame était dépistée et que le résultat est positif, elle a voulu partager avec sa famille. Et le mari qui n'avait pas partagé avec sa dame était un peu dans ses états. Donc,
La troisième difficulté, c'est son traumatisme psychologique du papa, car la maman, comme je l'ai dit, a voulu partager avec sa famille. Donc, on a voulu partager ce cas pour voir la commune à tenir dans de pareilles circonstances. Donc, c'est ça le cas qu'on a eu à rencontrer et qu'on voulait partager avec la communauté. Donc, il n'est pas vraiment ordinaire ou extraordinaire, je ne peux pas dire. Donc, moi, personnellement, quand je l'ai eu, bon, j'ai eu à faire le deuxième test de la jumelle pour vraiment confirmer que c'est négatif. Donc, prof, c'est ça que j'avais à présenter à la communauté aujourd'hui. Et s'il y a des questions de clarification, voilà, je suis à l'écoute. Merci. Merci beaucoup, Diao, pour ce partage d'expérience. Mais tu peux arrêter le partage d'écran. Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui, je pense que oui. Alors, merci beaucoup. Donc, je disais, c'est vrai que c'est un cas, on va voir que c'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est très troublant. C'est des jumeaux, elles sont nées d'une même mère. Bah, c'est normal, c'est des jumelles. Et donc, il y en a une qui est déclarée positive pour le VIH et il y en a une autre qui est négative. Après un test sérologique, les deux jumelles avaient 18 mois. Je pense que par rapport au résumé du cas, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que le laboratoire, tel que ça vient de nous être expliqué, a refait les tests, qui a confirmé les résultats obtenus. C'est-à-dire que l'une des jumelles est positive et l'autre ne l'est pas. Ils ont envoyé le prélèvement au niveau du labo de référence qui a confirmé les mêmes résultats. L'enfant positif a été transféré, ou en tout cas a été mis en contact avec l'hôpital d'enfants Albert Royer. Nous avons la chance d'avoir Dr Awakan, qui je crois même connaissait déjà ce cas, a déjà en tout cas eu à traiter finalement cet enfant. Donc je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleur expert par rapport à ce cas d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on n'aille plus loin, est-ce que les membres de la communauté, vous avez des questions pour Ibrahima Diao? Est-ce que vous avez des questions de clarification? Oui, docteur Oumar Diop, j'imagine, de Thiès. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour à la communauté ECHO. Bonjour à Ibrahima Diao, notre présentateur de cas, que je félicite d'ailleurs, qui est toujours prompt à nous présenter des cas. Je pense que c'est la deuxième fois. Et même il le fait en dehors avec la jeunesse scientifique, je l'ai suivi présenter. Donc, nous encourageons tous nos techniciens à présenter les cas qu'ils rencontrent, des problèmes d'interprétation, des problèmes techniques. Je remercie aussi l'expert du jour, Dr Awakan, et l'ensemble des techniciens qui accompagnent pour nous permettre de suivre l'écho. Bon, c'est comme si moi, j'ai sauté des étapes. Il y a des étapes qui m'ont échappé. Est-ce que ces enfants ont eu des PCR? Est-ce que, ça, c'est la première question. Est-ce que la femme a aussi mis sous traitement pendant qu'elle était enceinte? Et quelles sont les techniques? S'il y a des PCR, quelles techniques de PCR ont été utilisées? Bon, souvent on dit jumelles, il y a J1, J2. On nous dit qu'au moment de l'accouchement, il y a une transfusion sanguine. Est-ce qu'il y a été la J1? J1, c'est le premier enfant qui est sorti. J2, c'est le deuxième enfant qui est sorti. Il a été J1 ou J2. Je pense que c'est un cas qui nécessite une enquête au niveau des sages-femmes pour connaître un peu les antécédents, comme le font les cliniciens. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Heureusement qu'il y a l'expert qui est là. Je pense qu'ils vont revenir. Donc, à peu près, c'est ça, professeur. Comme vous l'avez dit, c'est un cas très troublant qui mérite beaucoup d'explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Oumar. Dr Oumar Diop fait partie de notre comité de pilotage. Il est le pharmacien biologiste responsable du laboratoire de l'hôpital régional de Thiès. Merci pour votre intervention. Dr Mamad Sek,
se trouve aussi à Thiès. On dirait qu'il n'y a que les gens de Thiès qui interviennent aujourd'hui. Docteur Mamat, allez-y. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour la parole. Et bonjour à toute la communauté ECHO. Et bonjour à l'expert du jour. Parce que ça, c'est un cas vraiment intéressant. Mais comme prof a dit tantôt, qui n'est pas impossible. Moi, je pense que Dr Omar Diop a presque posé la question que j'avais. C'est quel enfant qui est infecté? Est-ce que c'est le bien la deuxième qui est infectée? Je pense que ça peut être quand même un argument. C'est ma question. C'est quel enfant qui est infecté? Est-ce que c'est le premier ou bien c'est le deuxième? Merci beaucoup, docteur Mamad Sek. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on va commencer par répondre à ces deux questions. Diao, vous avez entendu, docteur Oumar voudrait savoir si ces enfants avaient bénéficié d'une PCR à un moment donné, si la maman était sous ARV, et puis la même question qui vient, est-ce que c'est la première jumelle ou est-ce que c'est la deuxième qui est infectée? Diao, vous avez la parole. Merci beaucoup, prof. Et merci aussi au docteur Oumar Diop pour ces questions. Donc, je crois que la première question est la suivante. Est-ce que les enfants ont eu à faire des PCR? Diao, tu as deux. Est-ce que tu n'as pas deux machines qui sont ouvertes? Parce qu'il y a un retour. OK. Merci. Donc, en fait, comme je disais, hein, la question, c'était par rapport à la PCR des deux enfants. Je dirais non, parce que la maman, elle ne précise pas son statut. C'est lors de l'hospitalisation qu'on l'a dépistée. Et on a su qu'elle était séropositive. Donc, après, on a proposé au papa le dépistage des enfants. Donc, elle n'avait pas donc, bénéficié de PCR ni à la naissance parce qu'on ne savait pas que la mère est séropositive. Donc, si on ne savait pas qu'elle est séropositive, notamment, elle ne pourra pas prendre de médicaments ARV parce qu'on ne savait pas son statut. Donc, pour ces deux questions-là, c'est non. Donc, pour la troisième question, avec le docteur Mamat, qui est la première et la deuxième, donc là aussi, on ne sait pas. Mais comme on dira, je crois que la deuxième, c'est celle qui est probablement, c'est elle qui est, qui est positive. Parce qu'on connaît les mécanismes d'accouchement avec des. Voilà. Donc, elle a probablement plus de chances d'être infectée par rapport à pendant l'accouchement. Donc, je dirais peut-être que c'est celle qui est positive qui est la jumelle 2 et l'autre qui est la jumelle 1. Mais ce n'est pas certain en tout cas. Ce n'est pas une certitude sur ça parce qu'on n'a pas posé cette question-là. Donc, maman n'était pas dans les dispositifs voilà, de répondre à ces questions-là. On ne sait pas qui est la première et la deuxième. Merci, prof. Merci beaucoup, Diao, pour cette réponse. Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle on a fait venir les experts pédiatres. Nous, on est au niveau du laboratoire, on reçoit des tubes, on peut avoir vraiment voilà, tout ce qu'il faut comme réponse. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait s'ouvrir un peu. Je pense qu'il y a Alpha K qui voulait prendre la parole. Par contre, pour les autres, si vous pouvez lever la main, même physiquement, comme ça, vous ouvrez votre caméra. Voilà, pour qu'on sache que vous voulez prendre la parole. Alpha K, Oui, la parole. bonsoir tout le monde, bonsoir. En fait, c'est Alpha K, je suis technicien supérieur en biologie au district sanitaire de Makoulibantang, dans le Tamba, quoi. Merci vraiment, grand Diao. Diao, on se connaît, quoi, c'est notre doyen. Merci vraiment pour la présentation. En tout cas, moi, j'avais déjà levé la main, c'est pourquoi je ne pouvais pas refuser la parole. Mais je voudrais juste poser la question sur comment dire, le déroulement de la charge virale, quoi, au moment de la grossesse. Voilà, au moment de la grossesse. Est-ce qu'il y avait une suivi adéquate par rapport à la charge virale? Voilà. Merci. Pour Alpha K, je crois que la même question avait été posée par Omar Diop aussi par rapport à la charge virale.
Diao, je te laisse répondre. Ensuite, je pourrais peut-être faire un complément. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Non? Sinon, Diao, allez-y. Par rapport à la charge virale. Prof? Oui, Omar? Prof? Oui? Je ne vous vois pas. Bon, je voulais rebondir sur une question. Est-ce que les deux enfants ont été allaités de la même manière? Parce que dans les familles, on se rend compte, des fois, on nous dit qu'il y a un bébé qui refuse le sein. On ne sait pas. Donc, c'est ça. Est-ce que les deux enfants, ça, c'est l'assistance sociale, peut-être qui pourra avoir ces réponses. Est-ce que ces deux enfants ont été allaités de la Votre même manière? question, moi je vous entends plus. Est-ce que les deux La question, enfants c'est est-ce ont que les été deux enfants allaités étaient allaités de la même manière? Est-ce que les deux enfants ont été allaités de la même manière? Parce qu'on sait que dans les familles, souvent, avec les jumeaux, les jumelles, on dit que l'un des bébés refuse de téter. Il y a un problème de micro, professeur. Le retour. Je ne sais pas si c'est moi ou bien c'est vous. C'est pas au niveau du prof, on vous entend, Omar. Non, docteur On Diop, vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, Diao, vous pouvez répondre. Il y a deux questions très intéressantes. De la charge virale de la maman. J'imagine que c'est avant l'accouchement. Mais également, il y a une question sur l'allaitement. Ou peut-être même après, hein, à partir du moment où la maman a été détectée. Diao, allez-y, vous avez la parole. Oui, prof, pour la charge virale de la maman, comme je l'ai dit tantôt, hein, la maman a été nouvellement dépistée. Donc, on n'a pas eu à faire la charge virale. Maintenant, pour la question du docteur Diop concernant l'allaitement, donc je crois que cette question-là, on va la renvoyer à docteur Awa. Donc, quand on a dépisté, on réfère. Donc, peut-être elle va faire le suivi pour voir comment les enfants ont été allaités. Voilà, et faire la charge de la maman aussi pour voir. Mais nous, quand on a dépisté positif, donc voilà, on réfère. Le reste, là, c'est les pédiatres qui vont se charger, je crois bien. Donc, on renvoie la question à docteur Awa. Merci. Bon, merci beaucoup. Je pense que là, Awa, tu es interpellée de partout. Peut-être avant même de faire ta présentation, si tu peux aider à répondre à ces quelques questions qui ont été posées. Vas-y, le micro est ouvert. Awa. Merci, professeur. Merci à tous les participants. Parlez un peu plus fort. Merci à tous les participants. Donc, il y a eu quelques questions par rapport à qui était J1 ou qui était J2. Alors, comme l'a dit Monsieur Diao, Dr Diao, donc on ne sait pas qui était J1 ou J2 parce que on n'avait pas le carnet de naissance de l'enfant et qu'ils sont venus à 20 mois en général. Quand ils sont très jeunes, 1 mois, 2 mois, les parents ont encore les carnets, mais des fois ils peuvent les perdre. Et comme la mère était malade et hospitalisée au service de maladies infectieuses, donc on n'avait pas le carnet en notre possession lors de l'inclusion. Par contre, nous, on a considéré que c'était J1 qui était positif. Et donc ça, on va y revenir lors de la présentation. Après, concernant l'allaitement, effectivement, on s'est demandé si ils avaient été allaités de la même manière et le papa nous a répondu qu'en fait, celle qui était négative n'acceptait pas trop le sein. Donc, celui qui était positif, celle qui était positive, a été plus fréquemment allaitée au sein. Et concernant, je pense que c'est les deux principales questions. La charge virale. Ah, la charge virale, donc comme la mère, elle n'était pas connue, séropositive, donc elle n'a pas eu de charge virale durant la grossesse. Son diagnostic a été découvert à 24 mois, enfin 20 mois post-grossesse, postpartum.
Merci beaucoup, docteur Awa, pour ces précisions. Je pense que moi, j'apprends des choses, hein. Docteur Omar, c'est vous qui m'apprenez que les deux jumelles n'étaient pas toutes de la même façon et docteur Awa l'a confirmé. Donc, vous voyez que c'est vraiment des moments très intéressants de partage. Alors, il y a une question sur est-ce que la femme enceinte avait, en fait, je dis la femme enceinte, la maman n'avait pas bénéficié de sérologie rétrovirale pendant sa grossesse. C'est vrai que ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que cette femme a pu traverser tout notre système sanitaire jusqu'à arriver à 18 mois avec des bébés pour qu'on se rende compte qu'elle est positive? Le bébé est positif. Est-ce que c'est une contamination qu'il y a eu pendant l'accouchement? Est-ce que c'est une contamination qu'il y a eu après? Je pense que tous ces éléments, peut-être docteur Awa pourra y revenir, mais c'est une très bonne question. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de failles dans notre système. Peut-être que docteur Awa, puisqu'elle a dû faire l'interrogatoire, pourra peut-être répondre à ces questions. S'il n'y a pas d'autres interventions dans le groupe, dans la communauté, nous allons passer à la présentation de docteur Kouadio, médecin, il doit être à Abidjan. Vous avez la parole. Merci, professeur. Médecin capitaine Kouadio, médecin Abidjan, Côte d'Ivoire, médecin des armées. J'ai une question après les réponses du docteur Awad. Est-ce que c'est à quel moment les enfants ont été référés vers les pédiatres pour la prise en charge? Est-ce que c'est le même jour où la dame a été dépistée séropositive ou c'est à quel moment? Merci beaucoup, capitaine Kouadio. Merci d'être avec nous pour ces sessions éco-laboratoire bonne pratique. Comme je disais, c'est pas seulement une question de laboratoire. Nous avons des médecins, des praticiens. Nous avons, voilà. En tout cas, nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous. Docteur Awa, vous voulez répondre à cette question? S'il n'y en a pas d'autres, on va donner la parole à docteur Awa. Merci, professeur. Donc, effectivement, ils ont été référés le jour même où le CTA a pris connaissance des résultats des deux jumelles. Il n'y a pas eu de retard par rapport à votre enfant. Voilà, donc la question est répondue. Elles ont été référées le jour même. De toutes les façons, le CTA et Albert Royer, on va dire qu'il y a juste, même pas, c'est 5 minutes de marche. Donc, c'est juste à côté. Bonjour Guillaume Yapo, je ne sais pas si vous avez une question. Docteur Kouadio, vous en avez une autre? Oui, professeur, ça m'amène à poser une autre question. J'ai posé la question à dessein parce que on a référé les enfants le même jour. On a reçu la maman, ça veut dire qu'il y a un concealing qui a été fait. Et après, docteur Awal a dit que celle qui est séronégative n'acceptait pas trop de prendre le sein. Voilà, donc je me dis que si c'était le même jour, on a dû donner des conseils à la maman. Comme vous êtes séropositif, on va opter pour un autre type d'allaitement que les enfants n'allaient pas prendre le sein. Bon, là, je suis un peu confus. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, voilà, concrètement. D'accord, merci beaucoup. Ça va être certainement la dernière question si on veut rester dans les temps. Docteur Awa, vous avez la parole. Merci. Donc, ce qui a été fait en pratique, c'est que la mère était hospitalisée au service de maladies infectieuses, donc elle était en incapacité d'allaiter en fait son enfant, elle était malade. Donc, la sainteté séropositive aussi, vous allez le voir dans la présentation qui suit, avait des signes cliniques et finalement, elle aussi, elle a été hospitalisée. Donc, dès le transfert en pédiatrie, en fait, les enfants ont été mis sous allaitement artificiel parce qu'ils étaient séparés de leur maman. Merci beaucoup, docteur Awa, pour cette réponse. Nous courons maintenant derrière le temps. Nous allons partager. Seydina, tu peux partager la présentation de... Ah, c'est Dianke.
Voilà, on a un duo de choc ici. Voilà, merci, Bianca. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est juste qu'on n'a pas utilisé le bon. Voilà. Donc, docteur Awa, on va vous donner la parole pour votre présentation. Merci. Merci, professeur. Merci à toute l'assistance qui est présente. C'est le docteur Awaka, je suis pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert-Royer. Nous avons partagé ce cas clinique et donné quelques informations concernant le VIH pédiatrique en collaboration, bien sûr, avec le professeur Ndeye Ramati. Pour en revenir à ce cas, c'est deux patients jumelles, J1 et J2, qui sont âgés de 20 mois et qui ont été adressés par le centre de traitement ambulatoire pour la prise en charge de AS. Donc, c'est J1 qui est SRV positif, que nous avons considéré comme J1 qui a été SRV positif, mais qui avait une jumelle J2 qui était SRV négatif. Et quand on refait l'histoire de la maladie, on se rend compte que J1, qui est SRV positif, était plus maladie. Donc, elle avait des épisodes de fièvre répétés, elle avait une symptomatologie respiratoire, des diarrhées récidivantes. Et quand on regardait au niveau des antécédents, on a posé la question si la sérologie rétrovirale avait été faite. Oui, elle avait été faite conformément aux recommandations. Elle avait été faite au premier trimestre, c'était revenu négatif. Les autres bilans avaient été faits. Et concernant l'accouchement s'était fait à terme par voie basse. Alors, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est bon. On peut augmenter le son normalement. Oui. Allez-y. Merci. Donc, concernant les antécédents de ces jumelles, on voyait que la mère avait fait la sérologie rétrovirale au premier trimestre qui était revenu négatif. Elle avait fait les autres bilans et l'accouchement s'était déroulé à terme par voie basse. Je sais que vous êtes des biologistes, mais peut-être retenez juste les mots-clés qui sont en gras. Et on remarque que les deux jumelles avaient des faibles poids de naissance, donc inférieurs à 2500 grammes. Et concernant les antécédents postnataux, donc après la naissance, ces enfants étaient sous allaitement mixte non protégé parce que c'était une grossesse gémellaire, donc la mère n'avait pas assez de lait. Donc ils étaient et sous allaitement maternel et sous lait artificiel et non protégés parce que la mère ne connaissait pas son statut, donc la mère n'était pas sous traitement ARV. Et bien évidemment, comme la mère n'était pas sous ARV et que le test de SRV était négatif au premier trimestre, donc ces enfants n'ont pas reçu de prophylaxie ARV à la naissance. Cependant, ils avaient un bon développement psychomoteur, ils avaient une bonne évolution en dehors du fait que J1 était beaucoup plus maladif. Et quand on regarde l'histoire familiale de cette famille, on se rend compte que la mère avait déjà un enfant âgé de 15 ans lors d'un mariage antérieur et elle s'était mariée avec l'actuel père des jumelles qui était suivi au CTA depuis 2020 et qui a été perdu de vue en 2021. Il était parti en Guinée. Donc, il n'avait plus pris son traitement. Et donc, on a J1 qui est SRV positif et J2 qui est SRV négatif. Concernant le tableau clinique, on vous l'a dit, donc J1 est beaucoup plus maladif, il a une dénutrition, une malnutrition aiguë sévère, il a des signes d'infection opportuniste avec une candidose, elle fait aussi des rhinorrhées séreuses bilatérales qui peuvent entraîner certaines symptomatologies respiratoires récidivantes. Et J2 était totalement asymptomatique avec un bon état nutritionnel. Devant ce tableau, la conduite à tenir qui a été faite, c'est qu'on a hospitalisé J1 devant les signes qu'elle présentait, la dénutrition, et on a recontrôlé sa sérologie rétrovirale. Donc finalement, elle se retrouve avec 3 ou 4 SRV entre CTA, centre de référence et Albert-Royer. Et on a également fait les dépistages de co-infection, comme il y avait une histoire de symptomatologie respiratoire qui est revenue négative. Le traitement ARV a été démarré à J3 d'hospitalisation et avec les prophylaxies anti-infectieuses. Pour J2, on l'a également hospitalisé parce que la mère était hospitalisée au service de maladies infectieuses, donc il n'y avait personne pour garder l'enfant.
on verra que le contexte psychosocial est assez compliqué. Et on a également recontrôlé sa sérologie rétrovirale qui est revenue encore négative. Et on a quand même fait les dépistages de tuberculose et on l'a mis quand même sous prophylaxie INH comme sa jumelle. Et la sérologie rétrovirale était toujours négative. Donc, quand on regarde ce tableau clinique, on va un peu se pencher sur le VIH pédiatrique. Ça concerne 120 000 enfants qui sont infectés en 2023 dans le monde. Et au Sénégal, c'est environ 1000 naissances par année. Et sur ce diagramme qu'on a pris des rapports du CNLS, donc le Conseil national de lutte contre le sida, on voit qu'entre 2018 et 2022, le nombre d'enfants nés de mères séropositives a baissé. Il tournait aux alentours de 1000 entre 2018, 2019, 2020. Puis là, 2022, on est à 786. On voit que les enfants qui sont nés de mères séropositives et qui sont sous prophylaxie ARV sont approximativement assez sensibles, assez similaires au nombre d'enfants nés de mères séropositives. Ça veut dire que quasiment plus de 90% des enfants qui sont dépistés de NER positifs auront leur prophylaxie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, le nombre d'enfants qui bénéficient d'un dépistage précoce, c'est-à-dire avant 2 mois, entre 6 et 8 semaines, ceux-là, ils sont aux alentours de 500 en 2018. En 2020, ils étaient 658 et en 2022, 657. Et en termes de pourcentage, c'est aux alentours de 63%, donc assez loin des objectifs de 95% de l'OMS. Et ce qu'on peut aussi retenir de ce diagramme, c'est que les enfants qui sont exposés au VIH et qui se révèlent séronégatifs après la dernière sérologie définitive, c'est quand même 97% des enfants. Donc, c'est la bande d'alerte. Et donc, pour le VIH pédiatrique, la principale transmission, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est la transmission mère-enfant. C'est le principal mode. Et l'OMS, de même que toutes les institutions nationales et internationales, vont vers l'élimination en visant un taux de transmission qui doit être inférieur à 2%. Et il faut juste retenir qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on est quand même assez loin de ces chiffres, avec 45% des infections néonatales qui surviennent en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud. Et cette transmission mère-enfant, elle se fait selon différents moyens. Différents modes, pardon. On a la transmission en utero, c'est-à-dire pendant la grossesse. On a la transmission lors de l'accouchement et la transmission lors de l'allaitement. Pour la transmission in utero, on verra que c'est lorsque la mère a contracté l'infection soit avant la grossesse ou alors pendant la grossesse. Et les moyens de prévention, c'est d'abord treatment as prevention, c'est-à-dire que la mère doit être d'abord sous traitement ARV. D'où la question qui avait été formulée tantôt, est-ce que la mère était déjà sous traitement ARV? Donc, si on revient à notre cas, la réponse était non. Après, concernant l'accouchement, c'est non seulement l'exposition tout au cours de la grossesse, mais aussi de la filière génitale de la mère, sachant que lorsque l'enfant passe le canal vaginal, il est exposé aux sécrétions et au virus. Et donc, il y a aussi 30% de contamination pendant l'accouchement. Et ici, les moyens de prévention, c'est la prophylaxie péripartum que nous, alors la prophylaxie pré-exposition, ça va être toujours le TAS, donc la mère qui est sous traitement. Aussi, l'accouchement par césarienne basse transversale, où l'enfant ne sera pas donc en contact avec les sécrétions de la mère, mais aussi la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire la prophylaxie ARV chez l'enfant qu'on doit donner. Et ça, c'est l'option B plus de l'OMS. Donc, l'OMS préconise de mettre la mère sous traitement ARV depuis la connaissance de la sérologie rétrovirale, donc du statut sérologique, et de le continuer à vie, et de mettre l'enfant qui va naître dès la naissance, donc idéalement dans un délai de 4 heures, sous prophylaxie il y a plusieurs protocoles, soit monothérapie, soit bithérapie, en fonction en fait de la charge virale de la mère. Et donc, c'est soit névirapine ou azéténévirapine. Il y a aussi des protocoles qui peuvent aller jusqu'à la trithérapie avec AZT, 3TC, névirapine. Et
L'autre mode de transmission, c'est par l'allaitement. Et donc, le mode de prévention contre l'allaitement, c'est, on a dit tantôt, donc les 6 semaines de prophylaxie ARV chez le nouveau-né, mais aussi le traitement de la mère, parce qu'on sait que les mères qui sont indétectables transmettent très peu le virus à travers le lait maternel. Et donc, les pourcentages sont quasi équivalents, donc 30% de chances de transmettre in utero en accouchement et par l'allaitement. Et si on fait le parallélisme par rapport à par rapport à notre cas clinique, on s'est posé plusieurs questions parce que la mère avait effectivement son test de VIH, donc sa SRV qui était négative au premier trimestre. Et on voit ici, dans un article qui a été publié lors de la Croix en 2018, que l'infectiosité, on va dire le risque de transmettre le virus du père, en tout cas du partenaire sexuel vers l'autre, et augmente au fur et à mesure de la grossesse. Donc, au premier trimestre, il y a moins de chances. Vous voyez que grossesse phase précoce, on est à un risque relatif de 2,19, donc comparé à 4,18. Donc, on a 4 fois plus de chances d'attraper le virus pour une femme qui est en activité génitale, d'attraper le virus que si elle était en début de grossesse. Ce qui peut expliquer que la SRV était négative et que la mère ait pu contracter le virus, soit à la fin de la grossesse ou alors en postpartum, lors de l'allaitement. Et donc, pour vous expliquer pourquoi nous, on a pensé que J1, c'était celui qui était positif, parce que la mère a été et l'accouchement s'est fait par voie basse. Donc on voit que ça c'est un article qui date de 95, c'est assez vieux, mais c'est un des référentiels parce qu'on sait que
Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? Oui, on vous entend maintenant. Oui, maintenant, on vous entend. On vous Mais très entend. faiblement. On va laisser docteur. Merci d'être resté. Docteur Awa, allez-y. Merci. On va continuer. Vous êtes un peu loin du micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on peut. Vous êtes un peu loin du micro. D'accord. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, merci, c'est bon. Merci et désolé pour le souci technique. Donc, ce qu'on Ok, dit pas de souci. par rapport à la transmission mère-enfant, dans les cas de grossesse gémellaire, donc si on revient à notre cas clinique, l'accouchement s'est fait par voie basse et on voit que sur cette étude, je disais qu'elle datait de 1995, elle date un peu, mais que c'est une des études de référence parce qu'elle a suivi 115 grossesses gémellaires. C'était multicentrique avec des patientes qui étaient originaires et qui étaient en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Et on voyait que, donc c'est un registre international, et on voyait que comme on le voit ici sur ce diagramme. Alors, nous, on a parlé de J1 pour le premier nouveau-né, le premier qui arrive à la naissance, à la vie extra-utérine. Donc, eux, ils l'appellent le A-twins, donc le nouveau-né A. Donc, nouveau-né A ou J1, on voit que le pourcentage, la proportion d'enfants qui sont infectés quand quand l'accouchement se fait par voie normale, par voie basse, elle est de 65 nouveau-nés qui vont être infectés versus 38 nouveau-nés qui vont être infectés si ils accouchent par césarienne basse transversale. Et on voit que chez les nouveau-nés B, quand ils sont issus d'un accouchement par voie basse, la proportion est de 65 nouveau-nés qui sont infectés versus 38 qui sont infectés lorsque l'accouchement se fait par césarienne. Et quand on compare les deux, c'est-à-dire quand on compare les nouveau-nés A ou bien J1 comparé au nouveau-né J2 où le deuxième a arrivé, on voit qu'il y a beaucoup plus de nouveau-nés donc, qui naissent, qui sont infectés par le VIH par rapport à... C'est bon? C'est bon? Oui. Et donc, Est-ce que... Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? est-ce que vous nous entendez? Oui. D'accord. Oui, là, c'est bon. Oui, prof, Merci. on vous entend bien. Merci. Donc, ce que ce graphique montre, c'est que quand on compare les grossesses gémellaires de mères séropositives, ce qu'on voit, c'est que les mères qui ont accouché par voie basse ont plus de chances d'avoir, on risque plus d'avoir des nouveau-nés
infectés comparé à ceux qui sont nés par césarienne basse transversale. Et l'autre observation qu'on remarque, c'est que lorsqu'on compare jumeaux 1, donc c'est-à-dire twins A, comparé à J2, donc twins B, c'est-à-dire le deuxième qui va arriver, on remarque que le pourcentage, le risque de contraction du virus est plus élevé chez le jumeau 1 que le jumeau 2. Et cela s'explique parce que le passage au niveau de la filière génitale de la mère séropositive du jumeau 1 est plus lent et donc il est plus exposé aux sécrétions vaginales et donc au virus, à la charge virale du virus, donc avec ces muqueuses. Ce qui fait que son risque de contamination est beaucoup plus élevé. Diapositive suivante. Et donc là, c'est un tableau qui est un peu petit, on va dire, mais les informations qu'on veut juste vous faire passer, c'est que lorsque les auteurs de cette étude ont comparé les enfants qui étaient nés par voie basse, comparés aux enfants qui étaient nés par par césarienne, ont remarqué que pour J1, donc vous allez voir là, dans Twins A, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Donc, on voit que pour Twins A, on est à 26% d'enfants infectés versus 13% pour J2, ce qui fait quasiment le double. C'est exactement le double. Et on voit que la proportion d'enfants infectés par voie vaginale, qui sont nés par voie basse, était plus importante. Donc, on est à 35% d'enfants infectés versus 16 chez le jumeau A, donc le J1. Et cette proportion, elle est toujours plus basse donc, chez le J2. Et cette proportion également est respectée avec plus de nouveau-nés qui sont infectés lorsqu'ils sont nés par voie basse que par césarienne. Et l'autre observation qu'on peut faire à travers ce tableau, c'est que les enfants qui sont nés de mères qui étaient classées stade SIDA avaient beaucoup plus de risques d'être infectés que les nouveau-nés chez qui la mère était asymptomatique. Et également concernant l'allaitement maternel, chez les nouveau-nés qui étaient tous les deux allaités, donc là c'est la toute dernière donc, c'est la toute dernière remarque. On voit que pour le nouveau-né A, donc le J, il y a 25% de chances qu'il soit infecté via l'allaitement versus 8% pour le jumeau 2, bien qu'ils soient tous les deux allaités au sein. Et on voit également ici en haut que, en fonction du continent, les nouveau-nés d'origine africaine ont quand même plus de risques d'être infectés que les nouveau-nés des autres continents. Diapositive. Merci. Donc ça, c'était les éléments de réponse par rapport à la transmission par voie lors de l'accouchement. Est-ce que vous nous entendez? Oui. OK. C'est la connexion qui est instable. Oui. Donc, merci. Donc, on a vu tout à l'heure donc les facteurs de risque à travers ce cas clinique lors de la grossesse in utero, avec le risque qui augmente plus en fin de grossesse et en postpartum, ce qui peut expliquer la SRV soit négative en début de trimestre. On a également vu le mode de transmission lors de l'accouchement, avec le fait que J1 est fréquemment plus infecté que J2, avec une différence qui peut aller jusqu'à 2 fois plus, et que la voie basse est un facteur de risque plus important que la césarienne basse transversale. Et enfin, pour le risque par l'allaitement maternel, quelqu'un a demandé s'ils étaient allaités de la même manière. On voit ici que le taux de transmission à l'enfant par l'allaitement maternel, lorsque la mère est sous traitement, il est de l'ordre de 0,6, donc il est vraiment extrêmement faible par mois d'allaitement. Par contre, lorsque la mère n'a pas été sous traitement, et c'est ce qui est le cas pour le cas qui a été présenté, il va de 0,7 à 1,25% par mois d'allaitement.
Et on sait qu'on a reçu ces enfants à l'âge de 18-20 mois. Donc, ils ont été allaités pendant longtemps. Et donc, les messages clés à travers ce cas clinique et en général, dans le cadre général, c'est que le risque de transmission du virus est plus élevé chez J1, chez les nouveau-nés de mère séropositive issus d'une grossesse donc gémellaire. Le risque est augmenté par l'accouchement par voie basse et le risque de contamination secondaire de J2 par l'allaitement maternel s'il est non protégé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Awa, pour cette très, très belle présentation qui nous édifie, qui nous permet de mieux comprendre ce cas. Moi, j'avoue que j'en avais encore jamais vu. Peut-être qu'on est au laboratoire et voilà. En tout cas, nous avons eu une très belle explication qui est revenue sur plusieurs choses. Le fait que le risque de contamination est plus élevé chez toujours le premier jumeau qui naît, d'accord? Il est plus élevé aussi bien pendant l'accouchement que même pendant l'allaitement. Et bien sûr, si la maman ne connaît pas son statut, le risque est encore plus élevé parce qu'il n'y a pas de traitement préventif qui est mis en place. L'une des choses majeures aussi que je retiens de cette présentation, c'est qu'habituellement, on fait la sérologie de dépistage des femmes enceintes au premier trimestre et on s'en arrête là. Mais on voit qu'au premier trimestre, cette dame était bel et bien négative, mais elle a pu se contaminer. Elle nous a également montré que le risque de contamination finalement des femmes enceintes, il augmentait au fur et à mesure déjà de la grossesse. Est-ce que c'est lié à une augmentation de la libido? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que Dr. Awa nous a montré. Donc, mais la contamination a pu également survenir à n'importe quel moment après l'accouchement de ces jumelles, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une contamination pendant l'allaitement. Alors, est-ce que vous avez des questions à Dr. Awa? Je pense que la présentation a été vraiment très claire, mais voilà, peut-être que vous avez encore des points d'ombre. Il ne faudrait pas qu'on sorte de cette session en ayant encore des choses qui ne soient pas claires. Est-ce que vous avez des questions? On comprend que l'enfant peut être contaminé à la grossesse, mais qu'il y a plus de risques que ça soit fait au dernier trimestre de la grossesse. L'enfant peut être contaminé pendant l'accouchement, l'enfant peut être contaminé pendant l'allaitement. Docteur Omar Diop, vous avez la parole. Ensuite, Fatou Bodja. Merci, professeur. Merci, docteur Awakan, de la belle présentation très claire. Je pense qu'elle a amené une touche clinique à notre écho et nous sommes très fiers de cela. Bon, je parle beaucoup, hein, c'est l'élève de professeur Alimatou, c'est pas grave. Ma question, c'est est-ce que le J2, est-ce qu'après la sérologie, on a fait un suivi pour guetter à toute cette conversion? C'est-à-dire 2 semaines après, est-ce que, parce que, bon, on ne sait pas. Est-ce que pour le J2, on a fait un suivi pour voir réellement si elle était négative, c'est-à-dire pour guetter à toute cette conversion? Et ma deuxième question, c'est pour professeur Alimatou, l'expert international, professeur Alimatou. Avec l'évolution de la science actuelle, la biologie moléculaire, la génomique, la phylogénie, est-ce qu'on peut dater l'infection pour voir à quel moment exactement survit cette infection? Et un commentaire peut-être à l'ensemble et à professeur Awakan. Peut-être avec les parents, on pourrait savoir quel était le J1 ou le J2. Parce que souvent, avec les Adama et Awa, les Hassan Hussein, on sait que c'est le premier enfant qui est sorti et c'est le deuxième enfant. Une enquête peut-être avec les parents, même si la maman n'était pas très. En tout cas, on vous félicite. C'est un sujet très passionnant et sincèrement, on remercie le cours
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Omar. Fatou Bodian avait levé la main. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, professeur Awa. Et bonjour aussi à notre collègue Diao qui avait présenté tout à l'heure. On lui dit félicitations vraiment. Et merci beaucoup à docteur Awa aussi. Moi, j'avais je ne sais pas si c'est une question, docteur, professeur. En fait, lors des explications de docteur Awa, j'ai compris que 65% des nouveau-nés, des enfants nés de voix basse sont infectés et 36 par césarienne. Est-ce qu'il y a une recommandation sur ce côté-là pour les femmes pour les femmes séropositives de les recommander de faire la césarienne pour éviter une infection? Et c'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Fatou. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va donner la parole à Dr. Awa. Awa, vous avez la parole. Merci, professeur. Merci donc à l'assistance. Il y a eu deux questions. Donc, par rapport au J2, est-ce qu'il est suivi et est-ce qu'on a fait d'autres tests ultérieurement pour voir s'il n'y a pas une séroconversion? Effectivement, le J2 est toujours suivi au niveau de notre unité. Alors, on n'a pas encore fait d'autres tests parce qu'elle a déjà eu 4 tests, mais nous allons en tenir compte et refaire d'autres tests pour être sûr qu'il n'y a pas de séroconversion, même si nous sommes quasiment à 90% quand même sûrs qu'elle n'est pas infectée au vu de son tableau clinique. Elle est vraiment asymptomatique et aussi des résultats biologiques. Mais nous continuons le suivi. Concernant, je vais peut-être juste rajouter une observation par rapport à ce que Prof. Alimato a dit. Concernant le test de diagnostic rapide, comme elle a dit, on a fait le test de la sérologie rétrovirale au premier trimestre, c'est revenu négatif. Donc, est-ce que il faudrait pas se poser la question de faire quand même le test en fin de grossesse aussi? Je sais que dans certains pays, peut-être il y a beaucoup d'autres participants qui viennent d'autres pays. On m'a dit qu'au Congo, je sais pas si c'est réel, mais que ils font quand même un test de diagnostic rapide à toutes les femmes enceintes à la salle d'accouchement. Et ce serait vraiment une des recommandations qu'il faudrait peut-être voir en termes de faisabilité au niveau du Sénégal. Après, concernant la deuxième question, c'est si on recommande la césarienne basse transversale chez les mères nées de chez les nouveau-nés, les mères séropositives. Oui, c'est une recommandation forte et c'est même appliqué. Les gynécologues, lorsque elle est suivie et qu'elle est détectable, c'est-à-dire qu'elle a une charge virale qui est supérieure à 1000 copies, c'est une indication à mettre à faire l'accouchement par césarienne basse transversale. Par contre, en revanche, si c'est une mère qui est sous traitement ARV et que sa charge virale est indétectable, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le risque est très faible, même si l'accouchement se fait par voie basse. Donc, le suivi aussi, ça interpelle par rapport au suivi de la charge virale des femmes séropositives et enceintes. Merci. Merci beaucoup pour ces deux questions. J'espère que vous êtes satisfait des réponses. Il y en a une qui, je crois, m'est destinée. Comment est-ce qu'on peut dater? Qu'est-ce qu'on peut faire au plan de la biologie moléculaire? Déjà, ce qu'on peut faire en faisant le séquençage de la souche de la maman, du papa et de l'enfant qui est infecté, on peut montrer qu'effectivement, que je vais pas être mauvaise langue, mais que c'est la même souche. C'est-à-dire que la femme n'a pas été infectée ailleurs que par son mari. Donc déjà, on peut montrer qu'il y a une proximité phylogénétique entre les souches du papa, de la maman et de l'enfant. Alors, si par contre, on veut faire une datation, ça, il aurait fallu avoir plusieurs prélèvements séquentiels, à ce qu'on appelle les techniques d'horloge moléculaire, mais elles ne sont jamais très précises. Elles vont vous dire oui à 1 ou 2 ans comment dire, plus d'intervalle. Donc, on ne peut pas être vraiment très précis. On vous dira oui, peut-être, mais comme c'est 18 mois, ce sera un peu difficile de pouvoir dater exactement et de dire, voilà, entre les deux, qui a infecté l'autre. Mais je crois que c'est très clair que puisque
comme ça a été présenté ici, le mari était suivi depuis 2021, il n'avait pas partagé son statut, la femme est tombée malade, elle a été dépistée pendant son hospitalisation, donc on ne la savait pas infectée pendant sa grossesse, mais c'est vrai que vraiment une des grosses recommandations, et nous allons travailler dessus avec la division de lutte contre le sida et le programme sida, pour qu'on systématise qu'à chaque visite prénatale, qu'à chaque visite, pas seulement à la visite 1, mais qu'à chaque fois que la femme revient, qu'on n'hésite pas à lui reproposer le test. J'ai vu une étude, effectivement, je ne sais plus c'était dans quel pays, je pense que c'était dans les pays d'Afrique de l'Est, où ils avaient montré qu'un test comme le Determine Early Detect, qui est un test de 4e génération, pouvait être intéressant parce que ça permettait de détecter de façon très précoce est-ce qu'il y a une infection. Maintenant, pour finir par rapport à la question de l'enfant, je pense que le test qui a été utilisé, c'est un test de 4e génération, le Determine Early. Il a été négatif à plusieurs reprises, donc on peut véritablement se rassurer par rapport à la séropositivité de cet enfant. Alors, j'aimerais vraiment, on n'a pas fait de recommandations cette fois-ci à notre présentateur de cas. Je pense que on devrait quand même pouvoir le... Oui, Fatou, vous voulez... Oui, Fatou. Oui, en fait, je voulais augmenter quelque chose, excusez-moi. En fait, en 2006, on a reçu une formation au niveau de LVV Dantec où on nous disait de faire, de reprendre tout le temps quand on recevait les malades de sérologie positive, de les reprendre lors de leur rendez-vous. De reprendre les tests lors des rendez-vous pour éviter les fausses positivités aussi. Aziz, merci de fermer votre micro. Oui, Fatou, allez-y. Ouais, en fait, en 2016, on a reçu une formation au niveau de LBV pour dire chaque malade, quand on reçoit les malades. Bon, Fatou, on a compris la question. C'est Aziz qui ne veut pas nous laisser parler. Voilà, allez-y, allez-y. Allez-y, Fatou. Fatou, vous pouvez ouvrir votre micro à nouveau. Je pense que Aziz a compris. C'est en fait j'ai dit que lors d'une formation en 2016, on a reçu une formation au niveau de LBV, de LBV, où on a eu une formation. On nous a dit de reprendre les malades chaque fois qu'on reçoit les malades, ou de reprendre la sérologie. Je ne sais pas si cela jusqu'à présent, on le fait jusqu'à présent ou ça a été changé, et de nous éclaircir sur ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. Par rapport à cette question, ce que nous recommandons toujours, c'est que lorsque vous avez un patient qui vient pour un dépistage et que vous avez trouvé positif, avant de lui rendre le résultat, c'est-à-dire que lorsqu'il revient le lendemain, etc., passez par les petits réseaux là. Vous voyez, Facebook. Allez payer là. Professeur, votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Donc, je disais que la recommandation par rapport à la question de Fatou, c'était de retester systématiquement le patient détecté positif au moment du retrait du résultat. Pas à chaque fois qu'il revient en visite, mais au moment du retrait du résultat. Si c'est un positif, nous savons que nous n'en avons pas beaucoup. Si c'est un positif, c'est de refaire un prélèvement, de le retester pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur d'identification. Par contre, le programme, ce qu'il recommande plus largement, c'est qu'un patient positif, avant de le mettre sous traitement, c'est de le retester. Et ça, c'est une recommandation de l'OMS. Là également, c'est pour éviter qu'il y ait des erreurs
et qu'on ne mette des patients sous traitement alors qu'ils ne sont pas infectés. Donc, voilà un peu les recommandations par rapport à la sérologie. J'ai vu tout à l'heure, vous m'entendez? J'ai vu qu'il y avait la responsable de la PTME, du bureau PTME, Ndeye Maram John, qui était connectée. Je ne sais pas si Ndeye Maram, tu veux dire un mot. Allô? Ah, Bajo. Allô? Allô? Oui, Ndeye Maram, on vous entend. Et bonjour, professeur Ali Matou, et bonjour à toute la communauté. Bonjour. Pour ce nous avons très... Et dans les commentaires, nous avons proposé de faire le retesting pour les femmes qui sont dépistées au premier trimestre de la grossesse, dont le résultat était négatif, de le refaire au moins au troisième trimestre de la grossesse. Parce que pour les consultations prénatales maintenant, nous avons 8 CPN. Donc, faire des tests de VIH chaque mois, je crois que les intrants ne vont pas suivre. Mais donc, moi, nous pouvons retenir de faire le test au premier trimestre de la grossesse et au troisième trimestre de refaire le test. Parce que nous sommes dans un atelier et nous en avons discuté hier seulement parce qu'un des prestataires a partagé le même cas, une femme qui était dépistée négative au VIH au premier trimestre de la grossesse, mais malheureusement, c'est le même cas. L'enfant est revenu positif et la maman aussi est dépistée positive. Donc, c'est des cas qui commencent à être fréquents. Donc, je crois que l'idéal, c'est de faire le test au premier trimestre et au troisième trimestre. Et merci beaucoup à toute la communauté. Merci, la présentation a été très riche. Merci beaucoup, nous avons très bien suivi. Merci, professeur Alimato, et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question. C'est différent du test de confirmation. Le test après le retrait du résultat. Alors, je ne vous reçois plus, professeur. Désolée, je ne vous reçois plus. est-ce que vous m'entendez? La connexion n'est pas très bonne. Je suis désolée. On va continuer cette discussion sur le chat. J'aimerais juste répondre aux questions du sondage qu'on avait mis au tout début. En fait, le diagnostic de l'infection à VIH à la naissance, il doit être fait par PCR si la charge virale de la maman est élevée à la naissance. C'est une forte recommandation de l'OMS. Ou si on ne connaît, voilà, si c'est une femme qu'on vient juste de dépister au moment de l'accouchement, on suppose donc qu'elle a une charge virale qui est très élevée. Ou si on est certain que la charge virale de la maman est élevée, il faut faire le dépistage à la naissance. La deuxième question, c'est si ce dépistage à la naissance est négatif, il faut le refaire au bout de 6 semaines de vie. Et quelle que soit la situation, si l'enfant est positif, dès qu'il est positif, on rend le résultat au pédiatre ou aux médecins, aux équipes de prise en charge pour qu'ils commencent le traitement, mais il faut toujours confirmer ce résultat. Donc là également, un résultat positif doit toujours être confirmé. Et pour finir, est-ce que le diagnostic doit être fait par sérologie après 18 mois? Oui.
ou après 3 mois de sevrage, oui, il faut faire le diagnostic sérologique à partir du moment où l'enfant Hier, on avait discuté que c'était les réseaux seulement. Et c'est dans les réseaux, il y a les réseaux sociaux et les réseaux de personnes. Je crois que hier, c'est ce qu'on avait expliqué. La connexion nous fait faux bon aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on félicite vraiment très sincèrement Diao de son partage d'expérience, qu'on félicite très sincèrement Dr Awakan, notre expert du jour, qui a accepté de prendre de son temps malgré le délai très court pour nous accompagner. Et merci à vous tous. On était plus de 100 personnes connectées. Voilà, je pense qu'on est très heureux, mais il faut qu'on ait plus de cas qui viennent de partout et pas forcément du Sénégal. Merci, au revoir et à dans 15 jours. Tu peux dézoomer. Merci beaucoup. Félicitations.